Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. Très sollicités depuis le début de la crise sanitaire, les pharmaciens voient la demande pour les tests de dépistage se multiplier. Comment la profession vit ces nouvelles missions? Comment a-t-elle traversé la crise? Élément de réponse avec notre première invitée, Séverine Druhen, de l'Ordre des pharmaciens de Monaco. Avec 230 œuvres présentées, l'exposition estivale du Grimaldi Forum est l'une des plus grandes rétrospectives consacrées à Alberto Giacometti, visite guidée dans ce journal. Puis nous nous intéresserons aux différentes activités proposées pour la jeunesse en principauté. Exemple ce soir au musée océanographique, mais aussi avec le passeport culture. Et enfin, avec notre second invité, nous parlerons de nos amis à quatre pattes qui, eux aussi, peuvent souffrir de la chaleur. La vétérinaire Aurore Marsan nous livrera tous ses conseils. Mais avant cela, faisons le point sur l'actualité concernant le pass sanitaire. Vous le savez, il est obligatoire pour accéder aux restaurants et aux bars de Monaco. Et à compter du 23 août, il sera également demandé à l'ensemble des monégasques, des résidents et des salariés de la principauté. Concernant les personnels des établissements de santé et ceux qui exercent une activité en lien avec les personnes vulnérables, un projet de loi a été déposé par le gouvernement princier pour rendre leur vaccination obligatoire. Le texte est accessible sur le site du Conseil national. Vaccination justement, après l'avoir ouverte aux salariés non résidents de plus de 40 ans, elle concerne désormais l'ensemble des salariés de la principauté sans condition d'âge. Le gouvernement princier précise que le vaccin est la solution la plus efficace pour pouvoir profiter de son été tout en se protégeant soi-même et les autres. Un mot également sur cette information que nous avons apprise hier. L'un des piliers économiques de la principauté fait face à une situation sanitaire critique. La Société des Bains de Mer dénombre 58 cas positifs au sein de ses employés, malgré le respect des gestes barrières et les mesures sanitaires mises en place sur le lieu de travail. La crise sanitaire aura amené de nombreuses professions à se mobiliser pour faire face à l'épidémie. C'est le cas des pharmaciens dont leur rôle a été renforcé. Parlons-en justement avec notre première invitée. Bonsoir Séverine Druhen. Bonsoir Émilie. Le rôle du pharmacien n'a jamais été aussi important depuis le début de la crise sanitaire. En effet, tout à fait. On a été sur le front tout de suite et on a essayé de faire au mieux notre travail au plus proche de la population. Alors en décembre dernier, les pharmaciens ont été formés pour réaliser des tests antigéniques. Comment vous avez accueilli vos nouvelles missions? Avec grand enthousiasme et grand plaisir, puisque en effet, notre profession évolue et on aura de plus en plus de missions à faire et celle-ci était très importante et nous avons mis notre métier pour essayer d'aider au mieux et d'aider au dépistage. Et avec les vacances d'été, vous constatez un boom des demandes de tests antigéniques. On a pu apercevoir parfois des files d'attente à l'entrée des pharmacies. Tout à fait. Depuis fin juin, début juillet, ça ne cesse d'augmenter. Donc, pour diverses raisons, soit pour les vacances, soit pour aller voir les familles ou alors les touristes qui viennent aussi et qui n'ont pas anticipé la demande de tests et donc pour aller dans les restaurants, les bars ou les hôtels ont besoin de faire des tests. Est-ce que vous avez pu chiffrer le nombre de tests effectués quotidiennement? Non, sincèrement, j'ai pas la notion exacte de chiffre parce qu'après ça varie d'une pharmacie à l'autre. Je pense que la plus importante, ça sera la pharmacie de Fontvieille qui elle a énormément de demandes. Après, je pense qu'il y a la pharmacie Ferry qui en fait pas mal aussi. Nous, on en fait aussi. Puis bon, je pense que ça dépend des quartiers aussi. Cela a été une organisation stricte à mettre en place dans les officines, des entrées séparées par rapport à l'entrée principale de la pharmacie. Expliquez-nous. Tout à fait, selon les configurations des officines. Celles qui ont pu, ont en effet fait des entrées séparées. Avec d'autres, on essaye de faire des sens de circulation pour éviter que les gens se croisent. Les attentes aussi se font plutôt en extérieur des officines pour les résultats. Mais oui, en effet, c'est toute une organisation de planning. Il faut que tout se glisse pour aussi servir les autres patients. Donc, oui. Alors, il ne faut pas oublier aussi votre rôle de conseil auprès de la clientèle. Vous avez régulièrement des questions concernant la Covid-19 ou même la vaccination? Oui, régulièrement, tout à fait. Beaucoup de gens qui se posent des questions, qui doutent encore. Donc, on essaie de les rassurer, de leur expliquer.
les orienter vers le Covid Center qui sont très très bien, hein, qui depuis le début assurent que ce soit au niveau de la vaccination ou des tests ont un rôle très important. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment? La fiabilité des tests, si les tests sont fiables. Et puis, oui, puis la vaccination aussi, là, pour rassurer les gens au niveau des risques du vaccin ARN. Vous leur expliquez justement ce type de vaccin, le vaccin Pfizer, qu'est-ce qu'un ARN messager? Il y a des personnes un petit peu encore réticentes, on va dire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que en fait, ça fait depuis près de 50 ans que les scientifiques travaillent dessus. Donc, c'est vraiment une méthode qui est sûre. C'est sûr, c'est apparu, on en a parlé beaucoup dans les médias d'un coup, mais ça fait depuis de très longues années qu'en fait, les scientifiques sont dessus et savent très bien manipuler ce genre d'ARN et en faire des vaccins fiables et qui protègent la population. Et contrairement à la France, les pharmaciens monégasques ne vaccinent pas. Cela aurait pu être envisageable en principauté, logistiquement faisable dans les officines? Oui, tout à fait, ça aurait été plus envisageable puisque nous avons déjà vacciné contre la grippe cet hiver. On va espérer que cet hiver aussi, on pourra de nouveau vacciner contre la grippe. C'était tout à fait envisageable, mais pas avec le Pfizer, parce que le problème du Pfizer, c'est qu'il a une conservation. Il doit être conservé à des températures très froides, donc nous n'avons pas les frigos adéquats. Mais si jamais Monaco avait pu acheter d'autres vaccins, comme par exemple le Moderna ou d'autres, on pourrait aider bien sûr à vacciner la population. Être sollicité. Justement, est-ce que cette sollicitation face à la crise sanitaire a impacté vos missions premières, le traitement des ordonnances et les soins du quotidien? Ah oui, on doit les glisser. C'est sûr que ça reste primordial, mais c'est sûr que du coup, on a des missions en plus qui se rajoutent à notre travail, mais c'est très bien, on en est très content, puisque de toute façon, je pense que notre profession va évoluer. Un rôle primordial donc des pharmaciens en cette crise sanitaire. Merci infiniment Séverine Druen d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, bonne soirée. Et puisque nous parlons test et passe sanitaire, rejoignons Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, nous en parlions hier avec notre invité Nicolas Descous, responsable de l'offre stade de l'AS Monaco. Pouvez-vous nous rappeler les modalités pour pouvoir assister au match de demain entre Monaco et le FC Nantes? Bonsoir Émilie, après une longue absence de plus d'1 an et demi, les supporters de l'AS Monaco seront de retour dans les tribunes du Stade Louis II demain soir pour encourager leur équipe, un retour soumis à plusieurs conditions. Pour pouvoir assister à la rencontre, il faudra avoir le fameux pass sanitaire, c'est-à-dire présenter soit une vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou être guéri du Covid depuis moins de 6 mois. Sachez que le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du stade et que vous devrez présenter une pièce d'identité. Voilà pour l'aspect pratique. Passons au sportif, Frédéric, avec les enjeux de cette rencontre face à Nantes, la première de la saison de Ligue 1. Effectivement, Monaco a l'honneur de lancer ce championnat 2021-2022 avec la réception de Nantes. Après avoir parfaitement entamé sa campagne européenne en Ligue des Champions avec une victoire 2-0 sur la pelouse du Sparta Prague, les joueurs de Niko Kovac espèrent faire aussi bien en Ligue 1 et même mieux que l'an passé. We had a long pre-season, so we had 5.5 weeks, and so we were happy that we played the first game in Prague, and now tomorrow the first League One game. So this is what we want. We want to compete. We want to see who is better, the opponent or we, and thanks God now we are starting, and we have ambitions. We want to show the best of Monaco, and our ambition is to be better. That does not mean that we will maybe first or second. We want to see the progress of the players. Et pour cette rencontre, Monaco pourra compter sur ses deux dernières recrues, Myron Boadou et Jean-Lucas Émilie. On termine par cette lettre ouverte du milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouaméni suite aux incidents racistes survenus à Prague, Frédéric. Après son but inscrit sur la pelouse de Prague, le milieu de terrain monégasque avait été pris pour cible par des supporters tchèques lors de sa célébration. Des cris de singe ont été proférés à son encontre. Dans une lettre ouverte postée sur les réseaux sociaux, Aurélien Tchouaméni déclare « Les messages de haine et les menaces de mort que j'ai reçus ne m'atteindront pas. Ce qui s'est passé hier ne devrait pas rester impuni. Le caméraman du club était sur le terrain et a capté tout cela. C'était très clair et audible. Nous l'avons entendu. Maintenant, c'est à notre tour d'être entendu.
L'UEFA a été saisie et l'on attend désormais sa décision. Merci pour toutes ces précisions, Frédéric. Plus que 4 semaines pour découvrir l'exposition Alberto Giacometti, une rétrospective Le Réel Merveilleux au Grimaldi Forum. Ce soir, Alexandra Pagny vous propose une visite guidée. Regardez. L'homme qui marche, plus qu'une œuvre d'art, cette pièce est devenue une icône de l'art du XXe siècle. Connue du grand public pour ses grandes sculptures élancées, cette rétrospective offre une autre facette du travail d'Alberto Giacometti, ses peintures, ses dessins, ses inspirations. On avait la chance d'avoir programmé Giacometti et une collection finalement qui venait de Paris, donc pas de problème particulier pour traverser des frontières, voyager internationalement pour les œuvres. Je pense que cette année c'était également important. Mur blanc, jeu d'ombre et lumière pour ne voir que l'essentiel, décor sobre pour mettre à l'honneur cet ensemble impressionnant de sculptures. Après une année blanche, le public retrouve l'espace Ravel et ses 2500 mètres carrés. Une scénographie dictée par les œuvres et pensée pour faciliter la circulation. 10 salles rythmées par la jeunesse de Giacometti, ses attaches artistiques et ses inspirations. Giacometti considérait que l'univers autour de lui, aussi bien la nature morte, un personnage qui marche, appartenait à cet univers du merveilleux. Il avait un esprit assez mélancolique. La nature a été très longtemps également ses sources d'inspiration et toute une salle est consacrée à ses œuvres qui font écho à sa période de jeunesse, à ces grands arbres dans sa Suisse natale qu'il aimait fréquenter et dans lesquels il retrouvait la verticalité de ses figures et de ses portraits qu'il a réalisés tout au long de sa carrière. Bronze, plâtre, peinture, dessin, cette rétrospective est la plus complète de l'artiste. 230 pièces prêtées exclusivement par la Fondation Giacometti de Paris, à voir jusqu'au 29 août. Le Grimaldi Forum a proposé au mois de juillet des ateliers jeunesse autour du travail du maître de l'art moderne et ce n'est pas le seul établissement à proposer des animations à destination des plus jeunes durant l'été. Fabien Bonilla et Patrick Aouzi se sont rendus au musée océanographique. Voyez leur reportage. 3 activités sont proposées en plus de la visite des aquariums et de l'immersion dans la grande barrière de corail à 10 mètres de profondeur, à commencer par le traditionnel bassin tactile où vous pouvez découvrir en famille ou en amis à l'aide d'un animateur la faune et la flore de la Méditerranée avec en prime la possibilité de caresser une roussette. Une demi-heure dans le bassin tactile pour un coût de 36 € par famille, limité à 6 personnes. Ils ont l'air d'être seuls au monde dans la salle de conférence avec Immersive 360 degrés. Vous allez être équipé d'un casque de réalité virtuelle et vous allez plonger dans les eaux turquoises des Philippines avant de vous jeter dans le grand bleu et de suivre l'histoire d'un cachalot plein de poésie. Moins poétique mais captivant, dernière activité à la mode, le musée océanographique propose un escape game avec 2 formules, une de 30 minutes et l'autre d'1 heure. Cet escape game a été conçu en collaboration avec Iris Games et vous allez monter à bord du célèbre bateau laboratoire du prince Albert Ier, durant lequel votre expédition va bien se dérouler en 1901 au large du Cap-Vert, quand tout à coup une grande tempête va éclater et là ça va être la panique. Votre mission va être de regagner le port sain et sauf avec le carnet du capitaine, puisque sinon votre expédition n'aura servi à rien du tout. Pour votre information, le prince Albert Ier adorait les tableaux. Les enfants aiment ça, moi aussi, donc c'était l'occasion. On est venu visiter l'aquarium, il y en avait un escape game dans l'aquarium, pourquoi ne pas le faire ? Ça fait passer le temps. Que ce soit le bassin tactile, Immersive 360 degrés ou l'escape game, il faut réserver en amont et ça a un coût en plus de l'entrée au musée. En revanche, sachez que les visiteurs bénéficient de 20% de réduction sur les billets d'entrée pour une visite avant 11 h ou après 17 h. Autre idée pour occuper les jeunes de 11 à 25 ans pendant les vacances scolaires, le passeport culture, l'occasion de découvrir ou de se perfectionner dans des activités sportives. Jet ski, aviron, sauvetage aquatique, nombreuses sont les disciplines proposées. Partons à la découverte ce soir du badminton avec Charlotte Moreno et Thomas Deus. Toute bonne séance de sport débute par un échauffement et en badminton il est de rigueur. Ce sport nécessite une motricité et des appuis optimum. Il est l'un des sports les plus intenses au niveau cardiaque. On est un sport d'appui, on est le sport de raquette le plus rapide. Donc à haut niveau, en double, c'est aux alentours de 450 les vitesses de smash. Donc c'est très rapide, c'est quasiment 2 fois plus rapide qu'en tennis. Une fois le corps bien chaud, place aux ateliers pour perfectionner la technique. Si on n'a pas la bonne position, ça commence à être dur. Mais si on a bien le coude où il faut,
qu'on est relâché, que durant l'impact on a un impact fort, c'est plutôt facile. Les joueurs entrent ensuite dans le vif du sujet avec les matchs. 10 jeunes ont choisi cette discipline. Sur une semaine, ils ont 10 heures de jeu et chaque séance est complémentaire. L'objectif, c'est qu'ils sachent au moins servir, d'accord, et qu'ils savent avoir une frappe un peu au niveau de la main haute, une frappe au niveau de la main basse, et qu'ils arrivent à renvoyer le volant à peu près dans toutes les directions. C'est aussi de donner une image un peu plus sportive à l'activité, autre qu'on se fait 2-3 pas sur la plage. Une raquette légère, un volant en plume d'oie, les échanges sont vifs, les mouvements de la main doivent être rapides et souples à la fois. Les objectifs de l'entraîneur semblent bien atteints. Très sportif. Tous les a priori qu'on a sur le badminton, en fait, c'est très sportif. On a commencé à 20 minutes, je suis déjà en train de transpirer, donc ça me plaît beaucoup. Déjà, j'aime bien quand on fait les matchs. Enfin, je trouve que c'est quand même physique, mais en étant simple. Il y a beaucoup de physique, il faut tenir le cardio durant 2 heures. Et tout un amusement, bien sûr, parce que c'est les vacances, donc on s'amuse. À l'issue de cette initiation, le club voit son nombre de licenciés augmenter de 10 à 20% dans la catégorie des adolescents. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. On commence par du basket avec une nouvelle recrue pour l'AS Monaco. La Roca Team a officialisé ce matin l'arrivée de Donta Hall. L'Américain de 23 ans vient renforcer la raquette monégasque. Passé par la NBA, à Détroit et Brooklyn notamment, Hall quitte les États-Unis et découvrira le basket européen à Monaco. Intérieur au profil défensif, très athlétique, gros contreur et rebondeur. Donta Hall est la 7e recrue de l'intersaison après Jerry Boutsiele, Léo Westerman, Yakuba Ouattara, Danilo Anduzic, Paris Lee et Armel Traoré. Sport toujours avec un renfort en rugby cette fois-ci, Frédéric. L'AS Monaco Rugby a annoncé hier le retour au club de Johan Tolosano, joueur majeur de l'équipe nationale à 7. Le 3e ligne revient au bercail après une expérience en Angleterre au sein de la Loughborough University. Johan Tolosano apportera son expérience pour aider le club à franchir un nouveau palier. Et on termine par cet hommage à 3 femmes qui ont marqué la principauté. Réuni en séance publique pour une session extraordinaire mercredi dernier, le conseil communal a voté à l'unanimité des membres présents la dénomination de 3 voies publiques sur la promenade du Larvoto. La place Anne-Marie Campora, maire de Monaco de 1991 à 2003, à l'ouest de l'esplanade. La promenade Princesse Louise Hippolyte, souverain de Monaco en 1731. Et la place Joséphine Baker, à l'est de la promenade, en hommage à l'artiste qui repose au cimetière de Monaco. Ces propositions répondent au souhait du conseil communal d'attribuer les noms de figures féminines ayant contribué à l'essor et au rayonnement de la principauté. Merci Frédéric, on se retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. La météo justement et ses fortes chaleurs estivales peuvent aussi affecter nos compagnons à 4 pattes. Nous avons contacté ce soir une vétérinaire pour avoir quelques conseils afin de mieux gérer cette canicule pour nos amis les bêtes. Bonsoir Aurore Marsan. Bonsoir. Comment protéger son animal de compagnie des fortes chaleurs ? C'est comme pour nous, il faut éviter de le balader aux heures les plus chaudes. On peut le mouiller pour le rafraîchir, il faut bien l'hydrater, il ne faut pas le laisser dans la voiture s'il fait trop chaud. Si vous le faites courir, c'est comme nous, il transpire, alors en tout cas par la langue, et donc oui, il peut se déshydrater si il n'a pas suffisamment à boire. Donc un conseil, ça serait toujours se balader avec une bouteille d'eau sur nous pour pouvoir hydrater notre animal de compagnie ? Oui, tout à fait. Oui, si vous n'avez pas le choix, si vous devez aller vous balader, aller en ville et que vous êtes avec lui ou même à la montagne, enfin n'importe où, et qu'il fait vraiment chaud, oui, il faut prendre de l'eau avec soi pour le faire boire. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter ? Sur quoi devons-nous être attentifs, docteur ? Un chien qui change de comportement, un chien qui est fatigué, un chien qui ne veut plus manger, bien qu'en été, il mange souvent un peu moins. Mais si il ne veut plus du tout manger, c'est pas normal. Un chien qui ne veut pas boire, ce n'est pas normal. Donc tous ces signes, il faut y faire attention. Après, pour des animaux un peu plus âgés qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, il faut faire aussi attention. Si le chien commence à tousser, ça peut être un signe d'appel d'une aggravation de la pathologie et donc il faut aller chez le vétérinaire. Ça, c'est très important pour les animaux âgés. Même règle pour les chats ? C'est pareil, un chat qui ne mange pas, un chat qui commence à se cacher, un chat qui change de comportement, qui se met dans les placards, qui se met sous le lit, qui dort plus que d'habitude, oui, il faut s'en inquiéter.
Est-ce qu'il faut faire attention aussi aux sols exposés au soleil qui peuvent un petit peu brûler les coussinets des pattes, par exemple, de nos animaux? Oui, tout à fait. Le goudron, comme il est noir, il attire la chaleur, donc il est très très chaud. Et donc si vous faites, alors marcher encore ça va, mais si vous faites courir votre animal sur du goudron, que vous lui lancez la balle, par exemple pour le faire jouer, ça arrive, hein, on reçoit des animaux qui ont tous les coussinets brûlés. Et est-ce que raser notre animal de compagnie peut leur apporter un peu plus de fraîcheur, par exemple? Le raser, ça c'est toujours pour et contre. Il y a des races qui ont beaucoup de poils. Parfois, le poil est isolant de la chaleur, donc pour certains, finalement, il vaut mieux ne pas les raser. Puis finalement, il y en a d'autres qui disent que c'est bien de les raser parce que c'est des races qui vivent plutôt dans des régions plus froides, donc si on leur enlève le poil, ils auront moins chaud. Chacun a sa version, donc ça dépend. Alors nous parlons des chats ou des chiens, mais qu'en est-il des autres animaux, docteur? Les plus petits, tels que les rongeurs ou les oiseaux, les mêmes règles s'appliquent? Les rongeurs, de toute façon, vous les gardez souvent à la maison, donc il n'y a pas véritablement de problème. Les oiseaux, après, oui, c'est pareil, souvent les gens ont des cages à l'intérieur. Après, des oiseaux qui sont à l'extérieur, c'est sûr qu'il leur faut des zones d'ombre, comme ils se mettraient dans la nature à l'ombre. Un mot, docteur, sur ce malheureux constat que l'on dresse chaque été, l'abandon massif de chiens et de chats. Qu'auriez-vous à dire aux propriétaires ou aux futurs propriétaires d'animaux? Un animal, c'est pas un objet. Donc quand on le prend, il faut bien réfléchir. Quand on part en vacances, il y a des solutions. On peut mettre son chien en pension, son chat en pension. Alors c'est sûr que c'est onéreux, mais en même temps, quand on prend un animal, on le sait que ça va coûter de l'argent et que donc, voilà. Donc l'abandonner, c'est un peu terrible. Après, malheureusement, la législation n'est pas assez sévère. Et voilà, si tous les animaux étaient vraiment identifiés, c'est obligatoire. Les animaux doivent être identifiés. Mais il y a des gens qui ne respectent pas la loi. Mais s'il y avait beaucoup plus de vérifications et si les sanctions étaient vraiment très sévères, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'animaux abandonnés. Merci beaucoup, Aurore Marsan, d'avoir été avec nous ce soir pour nous délivrer tous vos conseils. Merci à vous. Et jetons un coup d'œil sur le thermomètre avec les prévisions météo. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric? Une belle journée estivale, Émilie, avec un grand soleil et peu de vent. Côté température, il fera 20 degrés le matin et 28 l'après-midi. Pour ceux qui décideront d'aller à la plage, l'eau sera à 23. Le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 20h49. Vendredi 6 août, nous fêterons la transfiguration du Seigneur. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir. Avant de nous quitter, cette information, le prince Albert II a été fait commandeur de l'ordre français des arts et des lettres. Un autre monégasque a été également distingué, il s'agit de Yann-Anthony Noguès, nommé chevalier. Yann-Anthony Noguès qui a animé votre JT pendant la crise sanitaire et que vous pouvez toujours suivre sur Monaco Info dans l'émission de grand format 19h dimanche, diffusée comme son nom l'indique, tous les dimanches à 19h sur notre antenne. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.